Président, chers collègues, je m'en voudrais dans cette belle ville du Havre ne pas avoir le souci d'un clin d'œil à l'égard de Jean-Paul Lecoq, le nouveau député du Havre, dont je sais qu'il sera un opposant ferme au projet libéral du président de la République et dont je sais qu'il sera un ambassadeur efficace pour la ville qu'il aime tant. Cette séquence électorale nous aura permis de mesurer à quel point la désespérance est grande dans les territoires que comporte notre beau pays. Cela nourrit l'abstention. Je crois d'ailleurs que ce qui nourrit l'abstention, c'est souvent le non-respect de la parole donnée. Mais la désespérance est née aussi de renoncements successifs. Renoncement industriel avec son lot de casse d'entreprises et d'abandon de savoir-faire. Renoncement de prendre en compte les besoins des territoires avec la casse des services publics de proximité. Renoncement de l'identité normande, je pense notamment aux coups portés à l'égard du monde agricole et du monde de la pêche, ce qui doit toujours être pris en compte lorsqu'on analyse une séquence électorale comme celle-ci. La Normandie, de ce point de vue, a été traversée par un double mouvement, un souffle de colère, mais aussi un vent d'espoir. Dans ce contexte, il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour que les masques commencent à se défaire et le vernis à s'estomper. Une semaine seulement après les législatives, dont je me félicite qu'elles aient en Normandie débouché sur le renforcement de la force à laquelle j'appartiens, avec 3 députés en Seine-Maritime, dans le département du Premier ministre, l'air connu de l'austérité se fait déjà entendre. L'air connu d'une austérité à continuer après celle mise en œuvre par le gouvernement Valls-Hollande, car peu de nos concitoyens sont dupes du feuilleton autour du jeune président de la République, un modèle du genre en matière de communication politique qui n'empêche pas pourtant l'abstention au niveau que l'on sait. Le président Macron est en vérité le continuateur de ce qui a déjà été fait sous Sarkozy, avant Hollande, puis poursuivi sous le hollandisme dont il a quitté le petit navire opportunément avant son naufrage pour lancer l'opération politique que l'on sait. Car M. Macron a été partie prenante pendant les années du dernier quinquennat de toutes les décisions néolibérales, de réduction du rôle de l'État, d'abandon des territoires, de renoncement des reculs sociaux devant les exigences notamment du MEDEF pour mettre en place ce que j'appelle une politique de l'offre. Une politique qui a été, faut-il le rappeler, expérimentée par les néolibéraux dans le monde entier, ceux de l'école de Chicago dans le Chili de Pinochet, puis appliquée par Thatcher au Royaume-Uni, déteignant ensuite sur le SPD de Schröder en Allemagne, du Labour de Tony Blair en Grande-Bretagne, puis dans l'Italie de Renzi. Politique de l'offre contre les progrès sociaux, contre le droit du travail. Politique de l'offre entraînant précarisation du travail, recul de la présence des services publics de proximité en particulier dans les territoires ruraux qui maillent notre région. Détérioration de notre système de protection sociale et de santé à la française, appauvrissement des moyens, y compris régaliens de l'État, justice, police, gendarmerie, appauvrissement de l'université. Politique dont on sait qu'elle ne connaît aucun résultat probant en matière de lutte contre le chômage, en matière d'accès à la formation, en matière de réduction des inégalités. Politique de l'offre qui conduit en Allemagne ou au Royaume-Uni, c'est intéressant de se le rappeler aussi, à ce que l'on ait dans ces sociétés 25 millions de salariés pauvres, malgré les recettes libérales mises en œuvre. Les masques se défont une semaine seulement après législative. Ce week-end, le Normand Bruno Le Maire, vous savez, l'ancien du Le Renouveau, c'est Bruno, eh bien, s'est transformé en « tout est bon dans le Macron, merci patron ».
Bruno Le Maire, donc, qui commence à nous préparer sur les antennes à la mise en œuvre de mesures courageuses. On n'a pas le choix si on veut terminer dans les clous de la règle de 3% du déficit public, règle inventée. Il nous dit qu'il nous faut prendre des mesures rapides, c'est-à-dire, en français dans le texte, se serrer la ceinture. Notez-le bien, cette annonce intervient au moment même où le président de la République affiche à Bruxelles le bonheur complet du couple franco-allemand. Pris de cette entente au sommet, les exigences de Mme Merkel, dont nous vantons les réussites en ce moment, n'a rien d'autre obtenu par ailleurs que les... Macron n'a même pas obtenu sur la directive des travailleurs détachés quelconque avancée, ce qui fait passer d'ailleurs la clause Molière aux oubliettes. Il n'a rien obtenu car il n'a pas établi de rapport de force, comme avant lui Hollande et Sarkozy. Il se plie aux règles de Bruxelles. Le vernis s'estompe, se serrer la ceinture pour les mesures que l'on veut bien imaginer ou connaître. Cela veut dire moins de dotations aux collectivités territoriales, déjà étranglées, 15 milliards d'euros en moins pour l'assurance maladie, de nouvelles fermetures de services publics à prévoir, la mise en œuvre pour satisfaire une promesse de campagne à la hussarde des 100 moyens dédiés du dédoublement des CEP avec une carte scolaire qui va produire des ravages dans l'ensemble des communes rurales de notre région. J'ai dans ma circonscription des exemples de classes surchargées, comme cette classe de primaire sur 5 niveaux, du CEP au CM2 à 34 élèves à Auville-la-Rivière. On nous promet de refonder l'école sans idéologie, bien sûr, et pendant ce temps-là, on édicte des mesures hâtives qui opposent les écoles les unes avec les autres, les élèves les uns avec les autres, et des mesures qui mettent les écoliers en batterie. Se serrer la ceinture, c'est une hausse de la CSG qui pèsera sur les petites retraites dès 1 200 € de pension mensuelle. À une époque, il ne fallait pas désespérer Billancourt. À notre époque, il s'agit de ne pas désespérer Neuilly. Se serrer la ceinture, ce sont à prévoir des chantiers routiers encore retardés, des programmations de crédits annulées, des investissements publics en berne. Je m'en voudrais de ne pas évoquer les 7 km restants pour la RN 27 de ce point de vue-là. Se serrer la ceinture, c'est l'absence de toute ambition de réduction de la fracture territoriale, des fractures dont les 10 années écoulées et la campagne présidentielle ont pourtant montré qu'elles sont devenues l'un des problèmes les plus graves de notre pays, avec le chômage et l'accroissement des inégalités sociales et territoriales. Le ministre laisse entendre avec gravité qu'il va falloir se serrer la ceinture, comme si jouer le père Larrigueur, c'était incarner le courage en politique. Il va falloir se serrer la ceinture, accepter dans le même temps qu'une majorité de parlementaires, pourtant très large, puisse revenir sur des principes de protection fondamentale de notre droit du travail, sans passer par le débat démocratique. Accepter qu'on puisse liquider une partie des droits des salariés par ordonnance, envoyant au pays le signal d'un pouvoir dont le programme n'est approuvé que par 1/7 du corps électoral, d'un pouvoir qui passe en force. Et maintenant, nous dit-on, M. Macron viendrait bientôt expliquer cela avant le Premier ministre, en congrès à Versailles. L'absence du plus petit minimum de respect pour le débat parlementaire, le mépris du législatif et le mépris des collectivités que nous représentons. J'en viens maintenant au sujet du jour. Cette politique va peser sur notre région. Je l'ai dit avec gravité. Elle va peser sur notre région au moment où la Normandie a besoin, avec la SNCF, avec l'État, d'investir dans le train. La semaine dernière encore, de nombreux voyageurs ont eu à regretter, à être confrontés, et pas seulement à Dieppe, à de longs retards. Elle va peser au moment où l'État, en première ligne avec le concours des régions, devrait envisager pour l'axe Seine des investissements au moins équivalents à ceux qui sont programmés pour le canal Seine-Escaut, de manière à renforcer les ports du Havre et de Rouen face à la concurrence des places portuaires belges et néerlandaises. Elle va peser au moment où nous avons besoin pour le renouveau industriel d'un État stratège, de l'État soutien, d'un État aménageur, d'un État qui investit, je pense notamment au renforcement du mix énergétique, à l'investissement dans la modernisation de notre filière nucléaire ou bien encore dans la transition écologique. Elle va peser au moment où nous avons urgemment besoin d'un État qui prenne véritablement en compte
la crise agricole, je pense notamment à la dernière en date, la crise laitière. Elle va peser au moment où plus que jamais la Normandie, comme d'autres régions, a besoin de la main de l'État pour trouver des solutions de réduction de la fracture territoriale qui se creuse entre d'une part les métropoles attrape-tout et d'autre part les villes moyennes et les territoires ruraux. Elle va peser sur notre système de santé. Je veux sonner l'alarme ce matin. Les conseils de surveillance des hôpitaux se réunissent en ce moment. Le déficit de ces hôpitaux se creuse. La démographie médicale va être dégradée. Il y a urgence sanitaire en région. Une réduction qui passe aussi par des moyens de formation professionnelle et universitaire dans la proximité pour répondre aux besoins des jeunes, aux besoins de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie, notamment pour conforter les grappes PME, PMI normandes. Et je le dis aussi, Monsieur le Président, il nous faudra faire en sorte que chaque grappe conserve son assise territoriale, même si je mesure votre volonté de donner de la cohérence régionale à tout ça, il faudra préserver les territoires là-dessus. Enfin, une réduction de la fracture territoriale qui passe par davantage de moyens dans la réponse de santé. Je pourrais multiplier les exemples, Monsieur le Président, et ces exemples justifient qu'une délégation pluraliste soit reçue par le Premier ministre, conduite par vous, composée d'une manière pluraliste, pour évoquer les dossiers normands que je viens très rapidement d'évoquer, et non pas pour porter le contrat de plan, mais pour corriger le contrat de plan État-région en Normandie. En attendant, je suis inquiet de cette politique de l'État, de cet État politique dont la région et les autres collectivités du territoire ont besoin pour mener à bien une politique de développement. Cette politique de l'État, cet État politique urgent, compte tenu de la situation grave dans laquelle se trouve notre pays, je ne la vois pas dans les propositions du nouveau président de la République. Cela m'inquiète pour la collectivité publique que je quitte et pour le territoire où je demeure ancré, Dieppe, son territoire et la Normandie. Mais cela, vous en doutez, me rend plus que jamais combatif au service de la région et des Normands. Je vous remercie de votre attention.